Je voudrais juste entendre William T. sur non pas uniquement cet événement-là, mais surtout sur cette généralisation d'une certaine violence politique. C'est de cela dont il s'agit, William T. De toute façon, la violence, c'est l'outil des faibles. Vous êtes violent lorsque vous n'êtes pas capable de convaincre les gens par les mots et par la force de vos idées. Donc les crépuscules les plus violents sont les crépuscules les plus minoritaires. Et ce qui se passe en France, c'est qu'actuellement, la démocratie, c'est la victoire d'une majorité. Pour faire adopter une loi, il faut une majorité de vote à l'Assemblée nationale. Pour faire un président de la République, il faut une majorité de suffrages. Or, quand vous utilisez la violence, c'est les groupes dits minoritaires. Donc on assiste à une tyrannie des minorités qui ne pourront pas s'imposer par le champ démocratique et qui essayent d'imposer leurs idées par la violence, par le désordre et par le bordel. On a les antifas qui attaquent Éric Zemmour. Vous avez des personnes qui bloquent une construction d'une TGV à grande vitesse Lyon-Turin. Vous avez des personnes qui bloquent la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Vous avez des personnes qui bloquent un processus d'adoption légale qui est la réforme des retraites. Donc vous avez un ensemble de personnes qui se disent on ne peut plus imposer nos idées par la victoire démocratique, par le débat d'idées. Donc en fait, on n'essaye même plus de débattre, on essaye d'abattre nos adversaires. Et en l'occurrence, ce qu'essaient de faire ces gens-là, c'est d'abattre leurs ennemis. Vous n'êtes plus sur un champ démocratique où vous avez un challenger, un concurrent à une élection. Vous n'avez plus quelqu'un avec qui vous voulez débattre d'un projet ou pas. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Vous essayez d'abattre les adversaires. Ce qu'essayent de faire ces personnes-là, c'est l'expression pure du totalitarisme classique, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un et vous voulez l'abattre politiquement et l'exclure du champ démocratique. Ils ne veulent pas combattre les idées d'Éric Zemmour, ils veulent l'exclure politiquement, ils veulent l'abattre politiquement, comme ils veulent abattre les CRS, comme ils veulent abattre les forces de l'ordre, comme ils veulent abattre certaines personnalités politiques. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, c'est qu'ils veulent exclure toutes les idées qui sont représentées traditionnellement par la droite en France. Et c'est un mode d'expression en fait pour toute notre société et pas uniquement dans le champ politique, William T. De toute façon, vous avez un deux poids deux mesures qui est tenu par le camp du bien. C'est-à-dire que si par cas vous êtes dans le bon camp, vous avez le droit d'agresser des personnes. Si par cas vous êtes victime et que vous êtes dans le mauvais camp, c'est pas grave, c'est de votre faute si vous l'avez un peu cherché. Je vais illustrer par plusieurs exemples. Max Weber disait que l'État possédait le monopole de la violence légitime. Maintenant, ça a changé. C'est plus l'État qui possède le monopole de la violence légitime, parce que vous avez des policiers qui n'ont pas le droit d'entrer dans certains quartiers. Ceux qui possèdent le monopole de la violence légitime, c'est les gens d'extrême gauche et d'ultra gauche, qui peuvent décider qui on accepte dans le débat public, qui a le droit de faire une représentation, qui a le droit d'être riche, qui a le droit d'être agressé et qui a le droit d'être racketté. Lorsque vous avez des manifestants sur la réforme des retraites qui rentrent dans le siège d'LVMH, ils sont rentrés, personne n'est intervenu et tout s'est bien passé. Est-ce que vous avez des gens comme Mélenchon qui ont dit c'est un scandale, le siège de Bernard Arnault a été attaqué? Non, personne n'a réagi. Lorsque vous avez Gérard Depardieu qui se fait attaquer, c'est pas grave, il peut se faire attaquer. De toute façon, ça doit être un poivreau de droite, donc il peut se faire agresser, c'est pas grave, il a bien cherché. Et pour certains, parmi qui manifestent, qui l'accusent de viol également. L'accusent de viol. Voilà. Donc ensuite, après, quand c'est Éric Zemmour qui se fait attaquer comme là actuellement, tant pis, c'est pas grave, il n'a pas à parler, de toute façon, c'est un fasciste. Lorsque vous avez certaines personnes qui viennent tenir une conférence à Sciences Po, comme Elisabeth Badinter ou comme d'autres personnes, c'est pas grave, ce sont des fachos, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, du coup, en conséquence de ça, vous avez des gens qui décident qui a le droit d'être agressé, qui a le droit d'être une victime ou pas. Et en conséquence de ça, vous le déclinez sur l'ensemble de la société. Lorsque vous avez des personnes dans les 10 quartiers dits perdus de la République qui agressent certaines personnes, vous dites c'est pas grave, ils ont l'excuse parce qu'ils sont racisés. Et donc en conséquence, vous créez un deux poids deux mesures. Vous avez des gens qui ont le droit d'être agressés, vous avez des gens qui n'ont pas le droit de se porter victime. Et à ce moment-là, on introduit une rupture entre qui est un bon Français et qui n'est pas un bon Français. Le problème, c'est que lorsque vous mettez des discriminations, qui décide d'opérer ces discriminations? Est-ce que c'est la loi qui le décide? Est-ce que c'est la majorité des citoyens qui le décide? Non, c'est la presse de gauche, le camp du bien, et c'est le camp du bien qui va décider qui a le droit d'être agressé et qui n'a pas le droit de l'être. Autre pour vous laisser réagir peut-être sur le mouvement. De toute façon, l'État est fort contre les faibles contre les forts. Lorsqu'il faut s'attaquer aux dealers, aux zadistes, etc., et aux mouvements d'ultra-gauche et les black blocs, il n'y a jamais personne. On n'est pas en capacité de dissoudre, on n'est pas en capacité de les arrêter. Pourtant, ce sont les mêmes chaque année. Chaque semestre, vous avez une manifestation, c'est les 500 mêmes radicaux qui viennent, on est incapable de les arrêter. Donc ça veut dire que l'État choisit qui on arrête ou pas. Par contre, lorsque vous avez quelqu'un qui porte mal le masque, qui fume un peu trop près, etc., là, vous êtes en capacité de les arrêter. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que l'État est incapable de vouloir s'attaquer aux véritables problèmes de la société qui sont ces ultra-violences, ces black blocs, etc. Et par contre, on est en capacité d'emmerder les gens sur leur permis de conduire, sur le gasoil et sur comment se conduire et comment est-ce qu'il faut acheter le bon ticket de caisse ou pas. Et je pense que c'est la véritable injustice en France. On marque important, William T, d'honorer ce rendez-vous. Politiquement parlant, symboliquement, historiquement, bien sûr c'est indéniable, mais aussi politiquement parlant. Surtout quand on se revendique du gaullisme. Évidemment, mais moi je pense que le problème qu'on a sur les commémorations, c'est qu'on y vient uniquement pour donner des légions d'honneur, pour mettre des petites médailles et uniquement lire un discours. Je pense que les commémorations doivent être utilisées
en vue d'un objectif de récit national. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement sur le 18 juin? Quels sont les enseignements du gaullisme? Quels sont les enseignements de l'appel du général de Gaulle? Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui commémore l'appel du 18 juin, s'inscrit dans l'héritage du général de Gaulle? Lorsque le général de Gaulle dit « la France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre », est-ce qu'Emmanuel Macron s'inscrit dans cet héritage-là? Est-ce que lorsqu'il poursuit une politique au niveau de l'Union européenne, au niveau de la grandeur française, au niveau de l'histoire française, au niveau de la francophonie, de son histoire et de ses valeurs, est-ce qu'il mène cette politique-là? Vous répondez oui ou vous répondez non? Actuellement, je suis très mitigé, et il le sait aussi, je pense. C'est pour ça qu'il essaye de changer éventuellement le Premier ministre. Mais la question est plus large que celle-ci. C'est de se dire, est-ce qu'on est capable de pouvoir revenir à l'origine du fondateur de la Ve République? Est-ce qu'on est capable d'établir un récit? Est-ce qu'on est capable de se dire que la France, qui a fait partie des 5 premières puissances du monde depuis plus de 1000 ans, est capable de rayonner, de porter un message, un idéal, et de redevenir un phare dans le monde, et de pouvoir prospérer de nouveau, non pas qui se positionne par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à l'Allemagne, mais que ce soit les autres pays qui se positionnent par rapport à nous? Est-ce qu'on est capable d'avoir de la lucidité et de pouvoir réussir de nouveau des exploits dans la France qui vient? Moi, je me rappelle ce que disait le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait, il y a une seule France, la France qui se bat, celle qui résiste, la seule France qui vaille, celle de la France éternelle. Est-ce qu'Emmanuel Macron est dedans? Il a 4 ans pour changer de politique. Beaucoup vous faire réagir, William T, puisque le remboursement des soins dentaires va baisser en France, et du coup, il va faire augmenter le prix des complémentaires santé. C'est-à-dire qu'à partir d'octobre, la prise en charge des soins bucco-dentaires par l'assurance maladie va passer de 70 à 60%. C'est un surcoût de 500 millions d'euros. Tout de même, ça fait un peu d'économie que les mutuelles, les instituts de prévoyance vont devoir répercuter, les assureurs aussi. On se demande si demain, les soins dentaires ne vont pas devenir un produit de luxe en France. Moi, je pense que petit à petit, on va assister sur un déremboursement des soins progressifs. C'est inévitable. C'est ce qu'on appelle, c'est mis en place avec ce qu'on appelle les objectifs de l'ONDAM, c'est-à-dire la stabilité des dépenses de sécurité sociale. Ce qui s'est passé, ça veut dire que, en fait, les dépenses de sécurité sociale sont indexées sur les cotisations des travailleurs. C'est-à-dire que c'est votre travail, Louis Morin, c'est votre travail, Kevin Bossuet, qui permet de financer le budget de la sécurité sociale. Comme il y a de moins en moins d'actifs, comme la réforme des retraites, en conséquence, les taux de remboursement vont devenir plus faibles parce que surtout, vous avez une population qui est de plus en plus âgée, qui demande beaucoup plus de soins. Donc, inévitablement, la question qui se pose, c'est comment on va faire pour assurer aux Français tous les soins. Là où il y a une difficulté, c'est que les dépenses de santé regroupent à peu près en complet 300 à 400 milliards d'euros. Donc on a de l'argent. La question, c'est comment l'argent est utilisé. 33% de ces dépenses de santé sont faits pour les dépenses administratives, d'infrastructures, etc. Une autre partie de ces dépenses sont assurées pour financer les soins de personnes qui sont immigrées. Et donc du coup, les Français qui travaillent se posent la question, comment ça se fait que nous qui travaillons avons moins de droits que des personnes qui viennent d'arriver en France? Et ce sont ça les véritables injustices. Si par cas vous déremboursez les soins, pourquoi est-ce que vous ne déremboursez pas les soins de personnes qui ne contribuent pas au système de santé? Pourquoi est-ce que lorsque les personnes qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui payent leurs cotisations, ont moins de droits que des personnes qui ne travaillent pas? Et c'est ça les véritables injustices françaises. Lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes dans la classe moyenne, vous avez moins de droits que quelqu'un qui bénéficie du RSA. Lorsque vous êtes dans la classe moyenne, vous avez moins de droits que quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire français, qui bénéficie de l'AME, de la CMU, etc. Et ce sont ça les véritables injustices. Moi, je pense que ce n'est pas une question de dépenses et de moyens, c'est une question de répartition et comment on utilise l'argent pour savoir à qui ça profite.